assister à ce grand débat sur Toussaint Louverture. Alors, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que cela vous interpelle? Moi, je suis venue ici pour voir comment ça se passe à l'Assemblée Générale. Donc, du coup, je suis très contente d'être venue parce que on incite les personnes à investir en Haïti, donc notamment la diaspora, et nous explique aussi les idées qui ont été faites par Toussaint Louverture. Oui, on a des très bons leaders qui veulent justement pousser un peu plus de portes pour faire 2 fois plus que Toussaint Louverture. Je pense que oui, il y a des leaders qui veulent que Haïti se lève, se construise et se bâtisse. Oui, effectivement. Bonsoir à tous. Vous allez découvrir l'histoire de Monsieur Toussaint Louverture et l'héritage qu'il nous a laissé. Nous sommes le 6 avril 2018, 215 ans après sa mort. Toussaint Louverture, vous connaissez tous le précurseur du premier pays noir indépendant pour l'abolition de l'esclavage. Nous allons pas perdre notre temps dans cette longue histoire. Si vous souhaitez connaître cette histoire de Monsieur Louverture, vous pouvez toujours taper ces 2 mots-clés sur le moteur de recherche. Mais ce que vous n'allez pas trouver, c'est cette grande conférence à l'Assemblée nationale pour consolider l'héritage historique de ce gros monsieur qui a été Monsieur Toussaint Louverture. Tout cela est très impressionnant. L'Assemblée nationale et surtout l'association FEDE, l'association qui a vu le jour en novembre 2010 officiellement à la préfecture de Paris. Donc, elle regroupe 30 associations haïtiennes. Ce logo FEDE suscite de la curiosité côte à côté de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas besoin d'être journaliste ou philosophe pour comprendre cette affiche qui vous invite à une réunion dans la haute personnalité. Et nous y voilà. France-Haïti. Groupe d'amitié parlementaire France-Haïti et leurs partenaires, ceci était écrit en bas de l'affiche. Par curiosité, je me suis inscrit comme c'était une obligation, car on ne rentre pas aisément à l'Assemblée nationale. Pour y insister. Cette instance à l'Assemblée nationale qui a décidé après invitation, avec une demi-heure de retard, nous n'avons pas eu de problème, nous étions attendus. Tout se déroulait comme prévu. Des intervenants et des personnalités politiques et littéraires, un débat franco-haïtien avec beaucoup d'humour, comme vous pouvez le voir. Notre équipe a constaté une conférence posée même dans le public. Les intervenants faisaient partie de la haute société, dont vous avez compris, l'issue de la psychologie de cette rencontre a été étudiée pour qu'elle soit grande. Mesdames, Messieurs, chers invités, Messieurs les conférenciers, Mesdames, Messieurs, en vos grades d'égalité, en ma qualité de président du groupe d'amitié parlementaire France-Haïti, j'éprouve l'immense plaisir à être à vos côtés ce soir afin de commémorer l'œuvre et la disparition, hélas, de Toussaint Louverture, pour lequel on fête cette année le 215e anniversaire de son départ. En effet, et malgré un agenda extrêmement contraint, qui par ailleurs n'a pas permis à tous les députés du groupe d'amitié parlementaire France-Haïti d'être à côté de nous, je veux cependant saluer la présence de Madame Georges Paul-Angevin, qui a été présidente de ce groupe parlementaire d'amitié France-Haïti entre 2007 et 2012, et M. Olivier Servat qui s'est absenté pendant quelques secondes, qui va être de retour tout à l'heure, qui est lui président de la délégation d'Outre-mer, des députés des Outre-mer. Il y a d'autres collègues qui souhaitaient être présents parmi nous, mais à cause de contraintes de calendrier, ils n'ont pas pu le faire. Donc je tiens sincèrement à représenter en leur nom nos sincères excuses. Personnellement, j'ai tenu à être présent pour assister et qu'on repart à ce moment de partage qui sera du renforcement des convictions et de l'énergie positive que nous a légué Toussaint Louverture. Et pour cause, étant un précurseur visionnaire de ce que devraient être les temps modernes et la place de l'homme noir dans la quête et l'affirmation d'une nécessaire liberté de pensée, nécessaire liberté également d'action, et donc une nécessaire liberté de vivre. Aux Américains, finalement, alors que ce n'était peut-être pas totalement l'intérêt de la France, eh bien, c'est parce qu'il en avait ras-le-bol, il en avait assez de se battre et des échecs qu'il avait endurés
de se battre en Guadeloupe, de se battre aux Antilles, de se battre en Haïti, et par conséquent à ces domaines, et il s'est dit c'est fini, je ne veux plus entendre parler de cette région du monde, et c'est comme ça qu'il a redonné aux Américains la Louisiane, qui était quand même un très grand territoire. Et c'est comme ça aussi d'ailleurs que beaucoup de gens sont venus de ce qu'était Saint-Domingue à l'époque pour pouvoir s'établir à la Nouvelle-Orléans, où il y a tout un quartier français dans lequel on voit beaucoup de maisons de nègres libans. Donc, si vous voulez, la lutte de Toussaint Louverture et la lutte du peuple haïtien ne s'est pas cantonnée à Haïti. Elle a diffusé dans le monde, elle a diffusé dans des conditions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et il me semble qu'aujourd'hui encore, il faut que nous souhaitons, en tant qu'amis d'Haïti, qu'Haïti puisse régler les problèmes d'organisation, de politique, etc., qui trop souvent entravent son développement, mais qu'elle retrouve ce rôle de leader de la conscience, ce rôle de quelqu'un qui affirme des principes, une valeur internationale, une valeur pour le monde entier. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tristes de voir que trop souvent, la première République noire a tellement de mal à régler les questions quotidiennes. Donc ce que je peux souhaiter aujourd'hui, c'est qu'à l'exemple de ce qu'a été et de la lutte qui a été menée par Toussaint Louverture, eh bien finalement, le peuple d'Haïti retrouve un petit peu une mission historique des veilleurs des consciences. Je pense que, vu les talents qu'il y a dans ce pays, c'est possible. C'est possible. Il faut peut-être simplement qu'on reprenne un cours interrompu de ce qui est d'être à l'avant-garde de la conscience humaine. Et c'est vraiment tout ce que je peux souhaiter en ce jour anniversaire du martyre de Toussaint Louverture. Puisqu'il faut qu'il y ait aussi une communauté d'intérêt aujourd'hui. De quelle manière nous construisons cette communauté d'intérêt entre la France et Haïti? On va peut-être ce que je voudrais dire, laisser le député répondre avant la question de Mme Télémaque. Bien entendu, je l'ai entendu, bien entendu. Après, on contestera toujours l'origine de Toussaint ou tout ce qu'on veut, mais... Alors, il nous reste vraiment que quelqu'un à donner, il va la donner. Et elle est plutôt anecdotique par rapport à la question qui vient d'être posée. Je me demandais, dans cette offre louverturienne dont on parle, quelle a pu être la place des femmes, puisque nous n'en avons pas parlé du tout, et que je me demande si cette place est à l'image de l'aéropage des éminents intervenants de ce jour, à savoir 7 hommes, tout à fait remarquable dans leur Moi je ne fais pas, moi je ne fais pas cela, attention. Je ne suis pas là-dedans. D'une femme, mais taisante. Merci. Bravo. Non. Je m'appelle Didier Desgrandmont, je suis directeur général de la société Caléos, qui est une société complètement haïtienne. On parle d'amitié franco-haïtienne. Pourquoi j'aime Haïti? J'ai passé mon voyage de noces il y a 35 ans déjà. Et là-dessus, c'est pour ça que j'y suis retourné, que j'ai investi personnellement sur mes fonds dans le cacao pour faire fonctionner justement cette amitié franco-haïtienne, pour donner du boulot aux Haïtiens. Simplement, on n'a jamais entendu parler du business. Et ça marchera si on fait du business entre la France et Haïti. Donc l'art c'est bien, la science c'est bien, de quoi on a parlé, la littérature c'est bien, c'est des universitaires qui évidemment développent ça, c'est logique, mais faisons du business ensemble. Et il y a moyen d'en faire. On a rencontré, je vous assure, tous les ministres, on a rencontré le président d'Haïti, avec mon ami Jacqueline, qui est aussi le président de la société, n'est-ce pas? Ça fait 5 ans qu'on a exporter les premiers conteneurs de cacao biologique d'Haïti. Jamais il y avait eu de bio de vendu. On a plus de clients que peut produire la Grand'Anse, puisqu'on est installé dans la Grand'Anse, n'est-ce pas? Et il faut faciliter les échanges commerciaux. Quand il y aura des échanges commerciaux, il y aura des gens qui vont passer, qui vont venir, qui vont bouger, il y aura des échanges. Ça va être ça, parce que quelle est l'image d'Haïti? Il ne faut pas se voiler pour le français. Moi je suis français, je vois bien l'image. L'image, c'est le tremblement de terre, c'est l'inondation, c'est toujours donner, et donner des subventions, donner de l'argent, on donne des milliards. Franchement, quand on est français, on ne voit pas beaucoup où ça va. Moi, le nombre de choses en ruine que j'ai pu voir Haïti construites, qui n'ont jamais servi, je vous montrerai des photos après si vous voulez.
on en a une photo tête complète. Donc il y a un moment, il faut aussi bouger. Et moi, quand je vais voir les paysans, que je leur dis, voilà, je vous plante, enfin avec Jacqueline, bien sûr, on vous plante 50 000 cacaoyers. J'ai besoin de cacaoyers, c'est du business. Si je leur donne des cacaoyers, c'est aussi pour faire mon boulot. Eh bien, ils me disent, combien tu me donnes pour planter le cacaoyer chez moi? J'ai dit non, c'est pas le business. Moi. Je fais à mes frais les pousses de cacaoyer, je fais à mes frais le transport, je fais tout à mes frais, et dans 5 ans, le cacaoyer va donner, et tes enfants, avec l'argent vous allez voir, pour les cacaoyers, ils feront des études. C'est toute une mentalité à changer, je pense. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas dire... moi, ça même, je lis le Novelliste quand je suis là-bas, je le lis parfois sur... Et le nombre de fois où on tape sur Napoléon, le salaud, le machin, enfin, etc., c'est à cause de Napoléon, je dis, mais il y a 250 ans, il faut voir l'avenir maintenant. Bougeons, j'ai envie de vous dire, bougeons. Merci, voilà. monsieur. On passe la Bonne soirée. Je vous remercie, monsieur, d'avoir prononcé le nom de mon père, en même temps que le nom de Jean, notre cher Jean Métellus, c'est bien. Il y a des petites choses que j'ai, comme ça, attrapées au passage, sur lesquelles j'aimerais avoir votre avis. Pour les historiens, je pense que la période de jeunesse de Toussaint, dont on connaît très peu de choses, c'est quand même une jeunesse pendant ce qu'on appelle la guerre de 7 ans. Et la guerre de 7 ans est un conflit très important, parce que c'est un des premiers conflits mondiaux. Il est qualifié de conflit mondial entre les puissances coloniales qui se battent pour des territoires coloniaux. Et je pense que la jeunesse de tout ça correspond à cette période, puisque la guerre de 7 ans se termine en 1763, période à laquelle il pourrait avoir autour de 20 ans. Je pense que c'est quand même une période qui peut être très pleine d'enseignements politiques qu'on sache lire ou ne pas lire. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à méditer, le contexte, parce qu'on voit bien comment tout ça sait se placer très vite dans un contexte international complexe. Vous avez dit par ailleurs qu'il était monarchiste, moi je dirais qu'il était plutôt du côté de celui dont il pouvait obtenir sa liberté. Voilà. Et ça aussi c'est une manière de se situer dans un contexte international. Donc c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et je me demandais alors dans la culture quand même, c'est vrai qu'il y a une très grande bibliographie, mais comment parler de Toussaint sans ne pas évoquer le Toussaint l'ouverture d'Aimé Césaire, qui est un très grand livre, et vraiment que j'encourage les jeunes à lire et relire. Et effectivement, comme vous l'avez dit, le magnifique livre de C.L.R. James, qui est donc le grand intellectuel trinidadien, un livre qui est écrit dans les années 30, il faut le souligner, qui s'appelle donc Les Jacobins Noirs, The Black Jacobins. J'ai eu la chance de rencontrer C.L.R. James avant sa mort, à Londres dans les années 80, The Black Jacobins, les Jacobins Noirs. Et je lui ai demandé pourquoi il avait écrit Les Jacobins Noirs. Et il m'a répondu qu'il avait écrit Les Jacobins Noirs parce qu'il avait découvert dans l'histoire d'Haïti un exemple de gens simples, de gens venus du peuple, qui étaient devenus de très grands personnages qui avaient joué un rôle historique capital. Et que c'était ça qu'il avait voulu mettre en valeur. C'était donc des gens qui étaient considérés comme à peu près rien et qui en fait se sont avérés être d'immenses personnages historiques. Et que c'est pour ça qu'il avait écrit Les Jacobins Noirs. Donc je pense que c'est quand même 2 livres qui sont importants à citer quand on parle de Toussaint l'ouverture. Et j'ajouterais étrangement la tragédie du roi Christophe. Parce que je pense que Césaire a voulu, dans la tragédie du roi Christophe, mener une réflexion vraiment sur le pouvoir et sur la politique chez nous. Et donc je pense qu'à ce titre, le titre même de roi Christophe, je ne pense pas qu'il faille se limiter à ça. Et je suis sûr que Césaire a pensé à Toussaint l'ouverture quand il a écrit la tragédie du roi Christophe. Merci. Voilà. Et en dernier, pour l'historien, vous avez consulté des archives. Je me demandais si vous aviez consulté les lettres que Toussaint a écrites à Bonaparte et qui se trouvent à la bibliothèque Schomburg de New York et qui sont absolument magnifiques. Merci, Madame Alexis. Alors, je suis normalien. Moi-même, j'ai enseigné aussi sur Toussaint l'ouverture, pardonnez-moi. Et là, vous n'avez pas parlé de son arrestation, ni non plus de sa déportation. C'est une question, c'est la première. Mais la deuxième question que je voudrais vous poser, est-ce qu'en France, on connaît que Toussaint l'ouverture? On ne parle pas de Pétion, de Dessalines, des autres héros de l'indépendance d'Haïti. Je vous remercie. Merci. Alors, je crois avoir entendu le mot déportation tout à l'heure. Hein. Je crois que c'est Jacques Léorémy qui l'a prononcé et qui l'a expliqué, je pense. Hein. Et donc ça n'a pas été... Est-ce que vous êtes prêts? Oui, il y a quelqu'un au fond qui a envie de... Non, malheureusement, on n'a pas le temps. Donc, on a évoqué ici un certain nombre de questions qui ont trait évidemment à l'histoire, mais aussi à la période moderne. Nous sommes dans une enceinte éminemment
politique. Et nous allons refermer ces échanges que j'espère que vous avez suivis avec beaucoup d'attention, enfin la preuve, une question, par notre hôte, monsieur le député Gabriel Serville, président du groupe d'amitié France-Haïti. Je crois que vous avez des choses à dire à notre public qui est venu nombreux ce soir. Oui, merci. C'est une très lourde responsabilité qui m'échoit en cet instant de conclure cette séquence. Malheureusement pas assez longue parce que je vois bien que il y a une création de frustration malgré tous les désirs et malgré tout ce qu'on aurait voulu bien faire. On ne peut pas tout dire, le temps imparti ne le permettant pas. Cependant, je voudrais quand même qu'on soit rassuré en se disant que une telle aventure ne peut pas se régler en 2 heures de temps. Il fallait simplement un début et on peut considérer qu'aujourd'hui, ça n'est pas vraiment un début, on n'est pas au stade 0 de la relation entre les deux pays, mais c'est un essai de renaissance, un essai de renouveau que le groupe d'amitié veut mettre en place dans la relation entre les deux territoires. Je voudrais rapidement dire un grand merci aux intervenants pour la profonde qualité de leurs exposés et puis dire aussi merci aux personnes dans la salle, aux amis qui sont dans la salle, par les questions, par les appréciations. Je sais que les avis sont des fois très partagés. On a parlé de noms mystérieux, mystérieux dans la naissance, mystérieux dans la vie, mystérieux dans sa disparition. On n'aura pas fini d'épuiser le sujet pour ce soir. Et je pense qu'on aura effectivement de belles autres opportunités de revenir sur toute son ouverture, mais sur les autres thématiques qui vont permettre à la France et à Haïti de pouvoir se rassembler autour de problématiques communes. Je voudrais vous rassurer et rassurer le monsieur qui a posé la question là-bas concernant le rôle du groupe d'amitié en lui disant que nous n'avons pas vocation à refaire le monde, loin s'en faut. Par contre, nous considérons que le groupe d'amitié France-Haïti peut être un levier. C'est un levier parmi tant d'autres qui doit permettre de créer des dynamiques de rassemblement et de partage entre ces deux peuples. L'idée, bien entendu, étant que nous soyons à l'écoute les uns des autres. Ça a été le leitmotiv, ce que j'ai sans cesse répété lors des premières réunions du groupe, en disant que nous n'allons pas réinventer le fil un peu le beurre chaud, d'autres l'ont déjà fait avant nous, mais que par contre, il faudrait que nous soyons en capacité d'entendre, que nous soyons en capacité d'écouter. Parce que vous avez beaucoup de choses à dire, les Français ont beaucoup de choses à dire, et quand je dis les Français, je dis également ceux qui sont des Outre-mer français, ils ont beaucoup de choses à dire, parce que nous avons cette chance de pouvoir nous situer sur une position intermédiaire entre les deux territoires, et donc il va falloir tout simplement qu'on évite de s'enfermer dans des certitudes. Il n'y a rien de pire que d'être enfermé dans une posture qui ne peut que nous conduire à des catastrophes. Le monde est rempli de situations comme celle-là, et donc en permanence nous allons devoir garder cette capacité d'ouverture sur les autres. On vient de parler de toute cette ouverture, je pense que le mot est tout à fait fort à propos, en faisant en sorte d'exploiter tous les champs du possible. On a parlé de science, on a parlé de culture, on a parlé de justice, on a utilement parlé de business, et je sais que lorsque le groupe d'amitié a rencontré la fédération, on a beaucoup évoqué le business, on a beaucoup parlé de cacao, on a parlé de plein de choses intéressantes. Donc il nous appartient à partir de maintenant de faire en sorte que ce qui a été dit dans ces différentes réunions ne demeure pas lettre morte, mais que par l'action permanente, que par les rencontres permanentes que nous allons avoir entre nous, nous soyons capables de donner du corps et donner de la consistance à tous ces mots et à toutes ces propositions qui ont été faites. Je voudrais terminer, toujours dans le but de rassurer, par une petite citation de Marc Lévy, écrivain français, qui disait que tout est possible, que seules les limites de notre esprit nous font voir certaines situations comme étant irréalisables. Tout est possible, c'est une question de temps, le temps simplement de comprendre comment c'est possible. Et je crois que le comment, il nous appartiendra de le définir. C'est un travail de co-construction, c'est ensemble que nous allons le faire. Nous n'avons pas la prétention de faire mieux que ceux qui nous ont précédés, mais nous avons en tout cas l'ambition de faire comme vous souhaitiez que nous fassions ensemble. Et c'est sur cette base-là que je vais vous dire, pour terminer, merci, messieurs, dames, merci pour votre présence, merci pour ce que vous faites. Ce matin, j'étais à Massy, j'ai rencontré beaucoup d'associations qui œuvrent sur le terrain, qui font des choses magnifiques, et donc j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver à nouveau pour poursuivre le travail que nous avons entamé aujourd'hui. Merci beaucoup, à très bientôt.
cela m'interpelle à ne pas oublier l'histoire du pays, à ne pas oublier les grands du pays, ceux qui ont fait de la renommée d'Haïti en ce jour. Je suis d'une diaspora haïtienne et on est plutôt mal vu en Haïti les personnes, les enfants de diaspora. Et j'aimerais rappeler que la diaspora haïtienne aime Haïti comme un Haïtien et que nous voulons contribuer au développement d'Haïti comme un Haïtien natif, enfin en Haïti ou ailleurs. Et je pense que le développement d'Haïti ne se fera pas sans la diaspora. Et j'aimerais partager ce message que la jeunesse d'Haïti, la jeunesse haïtienne de France est pour le développement, est pour passer un message positif d'Haïti. J'aimerais que, je pense qu'on l'a déjà dit, mais c'est la mentalité. Moi qui me dérange, c'est qu'on n'évolue pas assez niveau pensée, malgré qu'on a de très grands penseurs, de très grands écrivains ou autres. Mais le peuple même ne reste à un niveau où l'évolution ne le plaît pas, le changement ne le plaît pas, et pourtant c'est ce que Haïti a besoin, c'est d'un grand changement, un changement à tout niveau. Un changement à tout niveau, d'accord, mais le peuple en elle-même n'aime pas trop le changement, c'est ce que vous constatez. C'est ça, mais ils veulent le changement, mais ils n'aiment pas quand il y a du changement, ils n'aiment pas quand il y a du remue-ménage, et c'est dommage parce que c'est ce qui fera notre force, un nouveau changement. Je crois qu'il est inutile de vous dire que cet événement, groupe d'amitié parlementaire France-Haïti, a été une grande réussite. Reste à savoir si on aura une deuxième.